Comment investir en bourse pour profiter d'un crack? Alors épisode un peu particulier dans mon challenge dividende où j'investis 1 000 € en bourse parce que je vais te montrer comment est-ce que je me tiens prêt pour la prochaine baisse des marchés pour le prochain crack. Alors je ne sais pas bien sûr quand ça interviendra, c'est pour ça que je vais continuer à investir en bourse. Je vais d'ailleurs optimiser mes passages d'ordre, je vais te montrer tout ça en fin de vidéo, mais ce n'est pas le cœur du sujet. On va prendre un peu de hauteur. Demain, si les marchés baissent de manière importante, s'il y a un crack, comment est-ce que tu peux en profiter? Alors, il y a plein de manières de répondre à cette question. Avec Alfred, on a trouvé une réponse, alors qui est très risquée, donc je ne te conseille pas de la reproduire. Mais Alfred m'a sorti quand même des bons arguments, donc c'est à toi de me dire s'il avait raison ou pas. Et en tout cas, s'il y a une certitude, c'est qu'il va avoir des baisses. Quand tu regardes un petit peu l'histoire des marchés, tu vois qu'il y a des baisses de 10-15%. Enfin, ça se produit de manière relativement récurrente, quel que soit l'indice, hein, le S&P 500, le MSCI World ou l'Eurostock 50. Et l'idée, ça va être de profiter de cette baisse-là. Il va falloir casser la tirelire. Ouais, désolé Alfred. L'un des points essentiels pour profiter d'un crack en bourse, c'est d'avoir des liquidités tout simplement pour les investir au moment où les marchés baissent. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que j'ai généré de l'effet de levier. On va regarder également, on va faire une petite analyse de mon portefeuille, ce que j'ai bien fait, ce que Alfred a mal fait. Donc on va regarder tout ça. Et j'investirai bien sûr mes 1 000 € en bourse en optimisant mes ordres, sachant que petit spoil, j'attends avec impatience le crack, mais j'espère qu'il ne va pas venir trop tard. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors avant de voir un peu l'analyse de mon portefeuille et d'investir mes 1 000 €, on va regarder tout de suite l'effet de levier, ce que c'est et comment est-ce que j'ai réussi à l'utiliser dans ma stratégie d'investissement. Alors l'effet de levier, je t'ai sorti une petite définition. En fait, ça va désigner l'utilisation d'un endettement, donc il y a la notion de dette, de crédit, pour augmenter ta capacité d'investissement, notamment pour les particuliers, c'est vrai aussi pour les entreprises. Donc en fait, avec un endettement, donc avec un effet de levier, tu vas pouvoir avoir un investissement plus important et forcément toi, par rapport au cash que tu vas mettre dans l'opération, comme l'investissement global est plus important grâce à l'endettement, si ton investissement est un bon investissement, du coup tu vas avoir un effet de levier positif. Mais du coup ça marche dans les deux sens. Oui, tout à fait, tu as un effet de levier positif et tu as un effet de levier négatif. On parle même d'un effet de massue si vraiment ton investissement est un peu foireux. Là, tu le vois avec l'exemple, tu achètes un bien immobilier, tu mets 20% en apport, 80% en endettement. Donc du coup, tu as un levier de 4, donc 80 sur 20. Ton effet de levier sera positif si et seulement si en fait les loyers que tu vas avoir sont supérieurs au coût de ton crédit. Donc si ton investissement que tu fais finalement est supérieur par rapport à ton à ton coût d'investissement. Du coup avec ma banque, alors il y avait une offre un peu promotionnelle, j'ai profité d'un crédit à 3,5% sur 48 mois et j'ai emprunté 4 000 €. Ah du coup t'es parti en voyage? Bah vas-y monte les photos. Même pas, je suis resté chez moi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté du temps. Alors, juste avant que je t'explique tout ça très concrètement, petit rappel, encore une fois, ce que je viens de te dire et ce que je vais te présenter, c'est pas du tout un conseil, même je te le déconseille. C'est un peu comme, tu vois, les cascades à la télé, c'est marqué, voilà, c'est réalisé par des professionnels. Alors, je suis pas professionnel, mais en tout cas, c'est pas reproduire à la maison. Alors en bourse, tu vas pouvoir utiliser l'effet de levier à plusieurs niveaux. Tu peux acheter par exemple des options. Je t'avais fait une présentation dans une de mes vidéos. J'ai pas choisi cette option-là sans jeu de mots parce que pour moi c'était un petit peu trop risqué dans le contexte actuel. J'ai préféré donc faire un crédit de 4 000 € à 3,5% sur 48 mois. Donc en fait, je vais avoir une mensualité de 89 € par mois et je vais avoir un coût total du crédit à 292 €, sachant que j'ai pas de frais de dossier, j'ai pas de frais d'assurance et si j'ai envie, je peux rembourser mon crédit à tout moment. Alors avant de faire un crédit, il faut bien sûr s'assurer que tu sois en capacité d'honorer ce crédit, hein, c'est un peu la base. Donc moi concrètement 89 € dans mon budget, je suis en capacité de les absorber. Mais je comprends pas, pourquoi tu as fait un crédit? Alors il y a plusieurs raisons. Si tu as regardé ma vidéo sur le crack, tu as retenu une chose. Oui, il faut avoir du cash mobilisable tout de suite. Ah, je vois que tu es fidèle sur la chaîne et je te remercie. Oui, tout à fait, tu as parfaitement raison, il faut avoir du cash. Et on s'est regardé avec Alfred, on s'est dit, bah voilà, mettons demain, il y a un crack, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel cash on peut mobiliser? Et on n'avait pas grand-chose hein, sous la patte, on avait juste notre investissement 2 000 €, ce qui était
pas forcément important par rapport à notre portefeuille qui grossit, alors doucement, mais qui grossit au fil de l'eau. Et donc du coup, on a réfléchi et on s'est posé 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'on pense avec Alfred qu'il va avoir une baisse de 10, 15, 20% dans les 3 ans à venir? Pourquoi 10-15%? Parce que sans parler d'un crack, mais c'est une baisse qui est quand même assez marquée. Et bah, comme je te l'ai dit en intro, ça arrive quand même relativement régulièrement. Alors pas forcément tous les ans, mais en tout cas ça arrive relativement régulièrement. Donc ça, en tout cas avec Alfred, on en est convaincu. Et après, pourquoi 3 ans? Bah, tout simplement parce que comme j'ai fait mon crédit sur 4 ans, je voulais pas avoir un horizon, une durée de crédit trop importante non plus. L'idée, c'est que le crack arrive, ou en tout cas la baisse marquée arrive relativement tôt dans ce plan-là, parce que comme ça, bah, je pourrais investir tout de suite ces liquidités. Mais du coup, tu penses que ton retour sur investissement va être supérieur à ton taux de crédit? Alors oui, c'est le but de la manœuvre, sachant que mon rendement doit être net de tout, hein, même net d'impôts. Donc à partir du moment où je vais avoir un rendement net de tout, par exemple de 5 ou 6%, bah, du coup je vais profiter du différentiel entre ce 5-6% et le taux de mon crédit, donc à 3,5%. Alors il y a plusieurs manières d'agir, soit je vais être entre guillemets un peu prudent, dans ce cas-là je vais investir dans un ETF, sachant que voilà, il y a des ETF un peu pimpés, hein, que ce soit sur le S&P 500 ou le MSCI World, où là tu bats sur un horizon quand même assez long et de manière relativement régulière ces indices de référence. Soit j'ai envie entre guillemets de me faire un peu plaisir avec une très belle action que je suis depuis un petit moment qui a baissé de manière un peu injustifiée, enfin en tout cas si toutes les valeurs baissent, bah forcément ta valeur de qualité que tu as ciblée elle va baisser aussi, et là bah, du coup tu peux récupérer des très belles actions à prix discount, un peu en mode solde. Donc ça, on attend ça avec impatience et on n'a pas encore choisi cette stratégie, enfin en tout cas ces deux options là. Ouais, mais c'est complètement risqué ton truc et rien n'est garanti. Alors oui, oui, complètement, hein, c'est pour ça que je t'ai déconseillé cette stratégie. On n'est pas sur un investissement sur un livret A, hein, on est en bourse avec un effet de levier via un crédit. Donc moi, mes capacités d'endettement, enfin je suis en capacité d'absorber ces 89 euros par mois. Alors pour moi, il y a deux scénarios un peu noirs dans ce que je viens de faire. Le premier, c'est que les marchés ne font que monter pendant 4 ans, ou alors que tu as une baisse, mais que cette baisse est assez peu marquée, et du coup je ne vais pas investir mes liquidités là-dessus. Si par exemple les marchés baissent de 8-9%, moi typiquement je ne vais pas investir mes liquidités là-dessus. Donc du coup j'aurais perdu 292 euros. Alors finalement, quand tu mets en perspective 292 euros par rapport à la somme que je place en bourse, donc c'est 500 euros par mois. Alors là, je vais placer 1000 euros parce que ça fait un petit moment que j'ai pas investi. Mais du coup, ça paraît relativement raisonnable. Donc, et après, le montant de mon crédit est également raisonnable par rapport au montant de mon portefeuille. Donc c'est pour ça que voilà, avec Alfred, on s'est posé à la fois sur la stratégie et sur le montant. Mais tout ça, ça paraît cohérent, encore une fois, pour ma situation. Mais attends, mais ton cash, là, les 4000 euros, tu vas en faire quoi? Tu les mets sur ton compte courant? Tu vois, si tu avais encore ton compte à trade, du coup, tu serais rémunéré là-dessus. Alors très clairement, j'ai mis Alfred sur le coup parce que je voulais pas avoir 4000 euros sur un compte courant qui me servent à rien. Alors par rapport à Trade et d'autres plateformes qui rémunèrent le compte courant, la problématique que j'ai, enfin en tout cas que j'ai rencontrée, c'est une problématique au niveau du spread entre l'achat et la revente et des coûts de transaction du coup avec ma stratégie qui sont trop importants. Donc ça va renier le retour sur investissement que je ferai. Et l'idée, c'est vraiment pas de placer sur des fonds qui soient trop bloqués parce que ça peut aller assez vite. Tu vois, là, en un jour, par exemple, on a repris quasiment 10% sur les S&P 500. Et en fait, quand tu as des périodes de volatilité où tu as des marchés qui sont nerveux, donc tu as le VIX, donc l'indice de la peur, je te ferai une vidéo là-dessus, où là, on est sur des niveaux beaucoup plus élevés, bah du coup, tu peux avoir des mouvements importants à la baisse, et ça, on va en profiter, mais aussi à la hausse, et ça peut intervenir très rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des fonds rémunérés, mais non bloqués sur un horizon trop long. Et en fait, donc on a placé les 4000 euros en monétaire. Alors le monétaire, c'est un marché très court terme. Les obligations, c'est un marché moyen terme et les actions, un marché long terme. Là, le monétaire, on est vraiment sur du très court terme, de quelques jours. Il y a un indice qui est ici, donc c'est l'Ester. Ça va être en fait un taux d'intérêt interbancaire que vont se faire les entreprises. Donc c'est calculé par la Banque Centrale Européenne. Et par exemple, on va utiliser l'Ester pour calculer le taux de référence du livret A. Et en fait, comme je te l'ai dit, les banques, les institutions financières vont utiliser ce taux-là pour se prêter de l'argent. Et du coup, l'avantage qu'on a, c'est qu'en investissant dans un fonds monétaire, déjà, bon, j'ai pas de frais d'entrée. La liquidité, elle est vraiment très importante puisque sous 24-48 heures grand maximum, tu récupères tes fonds. Et tu as un rendement, alors on va voir
ici, sachant que tu as des frais de gestion, oui, qui sont très faibles parce qu'en fait, tu n'as pas une gestion très, très importante là-dessus. En termes d'échelle de risque, tu as une garantie en capital. Garantie en capital, c'est sûr ça? Ah oui, je vois que tu as l'œil. Ok. Alors, pas garantie complètement capital. Alors, il y avait une période effectivement où tu avais des taux d'intérêt négatifs, ce qui permettait aux emprunteurs d'avoir des taux d'intérêt très bas. Où là, effectivement, comme le taux de l'Ester, du coup, était sur ces niveaux-là, et c'était répertorié sur les supports monétaires. Donc, en fait, tu avais cette garantie en capital parce que tu n'avais pas de perte, sauf que le rendement était négatif parce que l'Ester était négatif. Et du coup, c'est pour ça que tu te retrouvais, par exemple, en 2018, avec un rendement de moins 0,35 ou tu vois, moins 0,46 même en 2021, avec la remontée des taux suite au Covid, etc. Là, du coup, on est sur un rendement, on était sur un rendement de 3%. Là, on voit que ça baisse un petit peu, mais disons que si on est sur un rendement qui est aux alentours de 2%, donc du coup, dans le pire des cas, s'il n'y a pas de crack et j'investis pas mes liquidités, oui, ça m'aura coûté 3,5%, donc mes fameux 292 euros d'intérêt. Mais dans un autre côté, j'aurais placé sur un support monétaire. Alors, bien sûr, on ne peut pas présager du rendement du taux monétaire parce que, comme tu l'as vu, c'est un taux variable. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va regarder un peu mon portefeuille. Alors premier bilan au bout de 6 mois, sachant que deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas faire un bilan vraiment au bout de 6 mois sur un marché action, c'est beaucoup trop tôt. Et deuxièmement, ce que je souhaite le plus, c'est vraiment d'avoir une performance moins volatile, plus prudente que le S&P 500, mais surtout qui va me dégager du dividende et un rendement beaucoup plus attractif et plus prudent. Donc, alors on va s'intéresser aux deux trois entreprises qui ont les performances un peu extrêmes de mon portefeuille. On va commencer par les moins-values. Donc, j'ai Paychex à moins 31% et Vichy à moins 15%. Après, bon, tu as un ventre mou, et ma première action, c'est toujours MadePace à 90% de plus-value, suivi d'Abvi et d'IBKR. Alors et pour ça, je te propose d'analyser un petit peu l'action, voir ce qui s'est passé, essayer de mieux comprendre la chute. Alors déjà au niveau des fondamentaux, on voit que le chiffre d'affaires augmente légèrement, mais il augmente d'à peu près 5%, donc de manière continue. Là par contre, tu vois que l'endettement a explosé parce qu'on était sur une dette nette négative, donc l'entreprise avait plus de cash que de dette, mais en 2025 ça s'est renversé. Alors 2026, il faudrait que, donc là c'est en bleu parce que ça c'est des prévisions, mais en fait il faudrait vraiment complètement les cacher pour pas être tenté de regarder ça parce que ce n'est que des prévisions, donc ça peut clairement se tromper. Tu vois que les dépenses en CAPEX ont augmenté d'un peu plus de 18%. Le flux de trésorerie était à peu près stable. Donc forcément, la rentabilité s'est tassée un petit peu. C'est ce qu'on voit. Mais rien de dramatique en soi parce qu'on est de toute façon sur des niveaux de rentabilité de l'actif et des rentabilités pour l'actionnaire qui sont très importantes. Tu vois que par contre, effectivement, la dette, donc avant il n'y avait pas de dette, donc là forcément tu as un levier, mais cette dette est complètement absorbable, donc pas forcément de sujet à ce niveau-là. Le flux de trésorerie, forcément, c'est assez, il a augmenté d'un peu plus de 10% par an. Là, on est quasiment stable à 2% de hausse. Le dividende, par contre, il a toujours augmenté. Bon, ça, Alfred, ça le rassure. Et petit point négatif, on est sur une augmentation du nombre de titres, donc on est sur une dilution de l'actionnaire. Bon, les chiffres tels quels, finalement, on ne comprend pas forcément pourquoi, donc il faut aller un petit peu plus loin. Alors là, il y a un très bon article de Zone Bourse qui a expliqué un petit peu ce qui se passe. Donc clairement, Paycheck est complètement boudé par le marché, mais du coup, ça peut être source d'opportunités forcément parce qu'il y a du risque et l'action en tout cas a bien baissé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acquis Paycor qui était une entreprise. Donc ils ont fait une acquisition d'une autre entreprise et ils l'ont financée par de la dette, comme tu as pu le voir précédemment. Donc du coup, tu as plusieurs craintes que est-ce que l'acquisition qu'ils ont fait, elle n'était pas trop surévaluée? Est-ce qu'ils vont être en capacité de créer des sortes de synergies entre ces deux entités-là? Il y a aussi le fait, sachant que Paycheck est un éditeur de logiciels RH, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas complètement disrupter cette entreprise-là? Voilà, tu as pas mal de risques. Donc l'article nous explique tout ça.
Ah oui, du coup, ça va pas fort. Et en fait, là, tu es vraiment en phase de consolidation de l'entreprise parce qu'elle a absorbé, enfin, il faut qu'elle absorbe un gros morceau avec Paycor qui était une logiciel de traitement de paye également. Et donc, du coup, tu le vois avec cette acquisition qui est quand même assez lourde pour Paycheck. Ça va, donc Zone Bourse précise que ça va ajouter plus de 600 millions de chiffre d'affaires, sachant que les niveaux de rentabilité sont élevés. Donc en fait, tout ça, c'est un peu la base de la bourse, c'est du long terme. Donc forcément, quand il y a une grosse acquisition ou une restructuration, l'entreprise souffle sur un horizon court terme, voire moyen terme. Mais quand tu as une conviction forte, bah, dans ce cas-là, il faut conserver la position. Et en tout cas, pour moi, tout ça, c'est relativement sain. C'est juste qu'effectivement, bah, comme il y a une grosse intégration, il faut que l'entreprise se restructure. Et deuxième action, c'est Vici, donc la foncière qui est spécialisée dans les casinos, les terrains de golf aux États-Unis. Donc Wells Fargo, c'est une analyste qui suit l'entreprise, a dégradé la note de Vici parce qu'elle met en lumière plusieurs points. Le premier, que le marché des jeux à Las Vegas a baissé enfin, en termes de demande. La deuxième, c'est qu'il y a des opportunités d'investissement limitées pour l'entreprise. Et la troisième, c'est qu'il y a un bail régional de César, sachant que le César Palace de Vichy, ça représente 25% du résultat d'exploitation de toute l'entreprise. Donc c'est sûr que ça, c'est un gros morceau. Néanmoins, malgré ces points-là, ce qu'on voit en termes de chiffres et de résultats, c'est que Vichy est aux attentes par rapport aux analystes en termes de chiffres. Alors, les analystes, c'est vrai que moi je m'y fie pas trop, mais en tout cas, ça te permet d'avoir un trend sur l'entreprise, savoir si elle a délivré ou pas des bons résultats. Et en fait, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de revenus, de bénéfices par action, de dividendes, sur tous ces points-là, allez au rendez-vous. Et aussi, point très important à avoir en tête, c'est que potentiellement, tu peux avoir des baisses de taux de manière assez marquée aux États-Unis parce qu'on comprend bien que Trump essaye d'agir sur la politique de la Banque centrale américaine, la Fed. Et forcément, quand tu as des taux qui baissent, les foncières, enfin toutes les entreprises liées à l'immobilier vont forcément en profiter. Tu as beaucoup d'analyses là-dessus. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne veux pas me dessaisir de cette foncière-là, sachant qu'elle me délivre quand même un bon rendement. Alors maintenant qu'on a parlé des mauvais chiffres d'Alfred, on va pouvoir regarder ce qui a fonctionné, pourquoi est-ce que Medpace a une plus-value là de 90%, qu'est-ce qui a bien fonctionné et est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer. Donc en fait, Medpace qui va participer à des phases tests pour des laboratoires donc dans le secteur de la santé dans mon portefeuille, une entreprise qui avait des très très bons ratios de rentabilité, de rendement, etc., mais qui avait un niveau de valorisation, un niveau de PER très faible. Et donc du coup, c'était une opportunité qu'on avait eu avec Alfred. Et du coup, l'action, bah, quand elle a pu délivrer le résultat qu'attendaient les marchés, bah, forcément, elle est partie à la hausse. Donc là, tous les seuils de rentabilité, etc., enfin, sont vraiment très bons. Ce que le marché avait vraiment en tête, c'est le ratio book to bill. En fait, quand tu as un contrat qui se termine, combien est-ce que tu as de nouveaux contrats qui sont générés? Et en fait, tu avais un ratio qui était en dessous, enfin aux alentours de 1, voire un peu en dessous. Donc forcément, tu as des perspectives qui sont négatives. Tout ça, ça s'expliquait aussi parce que tu avais de l'inflation, des taux d'intérêt qui étaient élevés. Donc forcément, tu avais des difficultés pour lancer des fast tests et donc du chiffre d'affaires en moins pour Medpace. Mais là, c'est en train de se résorber. Ils pensent que du coup, ça va se maintenir en 2026. Les rentabilités, en tout cas, sont très bonnes. Donc, ce fameux ratio book-to-bill est à 1,2%. Donc là, c'est juste excellent. Et donc, forcément, quand l'action a délivré tout ça dans ses résultats, elle a augmenté de quasiment 8%. Et après, là, ça n'a fait que monter. Donc si on résume le succès de la trouvaille d'Alfred, on était sur une très belle action, mal aimée par le marché, boudée par son secteur, mais dès qu'elle a réussi à délivrer de la performance, l'action s'est envolée. Donc en fait, il fallait juste être un petit peu patient. Alors ça fait plusieurs fois que je t'en parle sur cette chaîne, mais là, ce mois-ci, on va acheter l'action Adobe. Alors Adobe, donc tu le vois, on est dans un contexte vraiment négatif où l'action baisse, elle est vraiment boudée par le marché, donc elle peut encore baisser bien sûr.
Alors, sentiment des analyses, ça encore une fois, faut faire attention là-dessus parce que c'est que des objectifs. Dans l'idée, faut pas trop s'y fier, faut plutôt regarder les chiffres. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, tu regardes les ratios et c'est intéressant de comparer en fait ce que délivre Adobe par rapport à ce que délivre l'entreprise, l'industrie. Donc, sur cette industrie-là de logiciels, on est sur des niveaux de PER, donc de cherté de 29 alors que Adobe se négocie à 18. Donc tu as vraiment un prix discount donc qui implique, ou je dirais qui te fait penser que l'entreprise est en difficulté, ou c'est une mauvaise entreprise, qui n'a pas des bons ratios, etc. Or, en fait, c'est tout le contraire. Quand tu regardes, elle a des marges. Donc ça, c'est important les marges parce que du coup, ça va être du cash que va pouvoir récupérer l'entreprise, qu'elle va pouvoir réinjecter, rembourser pour de la dette, délivrer aux investisseurs sous forme de rachat d'actions ou de dividendes ou tout simplement dans son outil de production. Et tu vois la marge brute, donc elle est à 89% alors que le secteur est à 63%. La marge nette, on est dans le secteur à un peu moins de 7%. Sur Adobe, on est à plus de 28. Donc ça, c'est juste excellent. Le chiffre d'affaires dans le secteur, on est à 36. Avec Adobe, on est à 55. Donc, elle a plus d'activité avec son chiffre d'affaires. Elle a plus de rentabilité que le secteur. Donc, en fait, ça va être une action normalement qui devrait se négocier beaucoup plus. Tu le vois, enfin ça on peut aller, la liste est longue, hein. La rentabilité pareil des capitaux propres, elle est largement supérieure. La rentabilité des actifs, là on est du simple au double, donc elle est beaucoup plus rentable en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui va pas? Alors il y a toujours cette question, est-ce que Adobe va se faire disrupter par l'IA? Est-ce qu'elle n'existera tout simplement plus? Il y a vraiment cette crainte-là qui est dans le cours de valorisation et qui explique le niveau de faiblesse de valorisation d'Adobe. Il y a aussi un montant de dette qui est un peu supérieur par rapport à la moyenne du secteur, comme tu peux le voir ici. Mais bon, tout ça, ça peut se gérer. En tout cas, vu les niveaux de rentabilité, c'est pas délirant que Adobe soit un petit peu plus endetté. De toute façon, elle est complètement en capacité d'absorber cette dette-là. Alors ce mois-ci, comme j'ai fait une grosse partie de ma vidéo sur l'effet de levier, je ne vais pas investir dans 9 ou 10 actions différentes, mais je vais investir uniquement dans 2 actions, donc Adobe, et on va investir dans IBKR. Et là, on est complètement à l'inverse d'Adobe. Adobe est boudé par le marché et IBKR a un peu le vent en poupe. Tu le vois ici avec l'analyse technique. Donc là, on est sur un achat fort parce que l'action, elle est vraiment poussée. Du coup, en termes de ratio, ça implique quoi? Ça implique que l'action, forcément, est un peu plus chère que le secteur dans lequel elle est. Et tu vois, on le voit ici, ça manque pas, on est à x2. Donc c'est sûr que l'action se paye cher. Mais elle a des très très belles marges qui sont en augmentation. Un chiffre d'affaires, alors c'est aussi une entreprise de croissance, c'est ça qui est intéressant parce qu'elle capte du client dans toutes les zones géographiques, sachant qu'en France par exemple, avec IBKR, tu peux maintenant ouvrir un PEA, donc IBKR sait s'adapter un peu aux contraintes du marché local. Elle a des très, très beaux taux de rentabilité sur capitaux propres, rentabilité d'actifs un peu faible, mais c'est logique par rapport aux investissements que fait l'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? L'entreprise est plutôt moyennement endettée, donc ça c'est toujours appréciable. Et le dividende, donc ça c'est super intéressant, enfin en tout cas ça c'est clairement une donnée qui m'intéresse. Le rendement, alors est très faible, certes, donc il rapporte largement moins que le secteur. Néanmoins, le taux de croissance est vraiment très important, sachant que le taux de distribution est quasiment inexistant. Donc tu vois en fait dans quelques années, donc c'est vraiment une action de croissance, dans quelques années tu auras un taux si ça se délivre toujours ce niveau de performance là et qu'ils arrivent à maintenir ce taux de croissance là, ce qui est pas gagné bien sûr, mais en tout cas on voit qu'on est sur une très belle croissance et dans quelques années clairement IBKR, en tout cas je souhaite qu'IBKR soit une grosse action qui va me verser beaucoup de dividendes. Donc avec ces 2 actions-là, je compte en fait sur avoir plus de performance sur du moyen long terme. Adobe, l'action peut rechuter parce qu'elle est vraiment dans un contexte négatif,
Néanmoins, j'ai quand même des convictions assez fortes sur du moyen long terme. Et à l'inverse, IBKR, on est sur une action qui est très bien valorisée. Donc l'action peut baisser parce que justement, elle est bien valorisée. Néanmoins, pareil, j'ai des fortes convictions à moyen et long terme. Et je suis convaincu que ces deux actions-là vont battre le S&P 500 sur un horizon moyen terme. Donc c'est la raison pour laquelle je vais me positionner là-dessus. C'est mon avis. Tu m'avais pas dit que tu souhaitais optimiser tes passages d'ordre? Alors du coup, si on regarde Adobe, on voit ici donc le cours vendeur à 306 $ et 57 centimes et le cours acheteur à 306 $ et 29 centimes. Bon, ça fait que bouger parce que les marchés sont cotés au moment où je parle. Mais comme je te l'ai montré dans ma vidéo, en fait, que j'achète l'action Adobe aujourd'hui ou que je l'achète dans une semaine ou dans 15 jours, sachant que le cours sera plus bas, bah, en fait, je préfère l'acheter dans cette deuxième option. Donc, je ne vais surtout pas et plus maintenant passer des ordres au marché, mais je vais passer des ordres à court limite. Je vais te montrer ça. Donc déjà, la première chose, si je souhaite l'acheter quand même aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de payer ce spread. Donc le spread, c'est l'écart entre le cours vendeur et le cours acheteur, puisque là, celui qui souhaite vendre Adobe souhaite le vendre à 306 $ 34, donc au plus bas, alors que l'acheteur souhaite l'acheter à 306 $ et 29 centimes au plus haut, et cet écart là, donc c'est le spread. Moi j'ai pas envie de payer le spread, donc déjà si je souhaitais l'acheter, je mettrais un ordre à court limite à 306 $ et 52 centimes. Mais Adobe, donc on est sur une tendance qui est quand même baissière, donc l'action peut baisser d'1 ou 2%, enfin ça peut complètement se matérialiser. Et du coup, bah, autant l'acheter avec ce petit discount là. Donc on va faire hop, donc 500 $. Hop, à court limite. On va arrondir, donc si on baisse de 2% Adobe, donc ça me fait légèrement plus que 300. Bah, on va faire un cours à 300, donc 500 $ à court limite 300. Donc si ça passe, j'achèterai du coup une action 66 d'Adobe. Aperçu, donc ça va me coûter 35 centimes de passage d'ordre, donc ça c'est pas mal. Hop, donc ça c'est validé. Et le deuxième, donc ça va être IBKR qui est ici. IBKR, donc là c'est la même chose. Alors là l'action, donc tu vois par exemple elle baisse d'1,15%. Donc elle peut remonter de 2, baisser. Enfin, j'ai aucun intérêt à l'acheter tout de suite. Moi, l'idée c'est vraiment d'optimiser mon passage d'ordre. Donc je vais acheter, donc pareil, 500 $, donc à court limite. Là, on va être sur, par exemple, 68 $. Donc, ça fait une baisse d'à peu près 2%. Parce que si je suis trop gourmand, bah, du coup, ça passera jamais non plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit arbitrage là-dessus. Donc, 68 $. Donc, ça va me faire acheter un peu plus de 7 actions d'IBKR. Donc toujours entre 33 et 37 centimes. Donc ça me va bien. Je passe l'ordre. J'accepte. Donc là, mes ordres ont été transmis au marché. Ils ne sont pas encore passés parce que les actions n'ont pas encore baissé, voilà, de ces fameux 2%. Je te montrerai dans mon prochain challenge à dividendes si les ordres ont été passés. S'ils n'ont pas été passés, et du coup, on regardera s'il est plus intéressant que je continue et je laisse ces ordres-là ou alors que je les annule pour placer justement en monétaire. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!